Noélie aujourd'hui que ceux qui ont gardé Omolu en prison, qui les torturent, que ceux qui ont gardé Madame Nyakate en prison et les torturent, que ceux qui ont gardé Tayo en prison et les torturent, que ceux qui ont gardé Affection en prison les torturent. Et ces gens-là qui s'attaquent à Noélie parce qu'elle aurait déchiré un passeport togolais, comme s'ils étaient plus attachés au Togo que quelqu'un d'autre. Vous comprendrez pour qui ces gens-là travaillent. Et vous savez que leur réaction en groupe contre notre sœur, c'est un narratif qu'on leur a donné pour s'attaquer à notre sœur. Et donc, la seule chose que nous devons faire, c'est de protéger Noélie. Personne n'est plus patriote que nous qui défendons tous les jours les valeurs pour le Togo, nous qui défendons la justice pour le Togo, nous qui défendons un état de droit pour le Togo. Personne d'autre n'a plus de valeur que nous. Et ces gens-là qui sont sur les réseaux sociaux en tas, versés sur Noélie, les gens volent de l'argent au Togo, il y a des inondations au Togo, il y a des braquages au Togo, il y a des viols au Togo tous les jours. Vous ne les entendrez jamais placer un seul mot. Il y a des gens qui détournent des milliards. Il y a des gens au Togo qui couchent avec les femmes, avec des gens, petites soeurs, grandes soeurs. Vous ne les verrez jamais dénoncer ça. Mais parce qu'on aurait déchiré un passeport sur les réseaux sociaux, ils sont sortis comme des fourmis maniants pour s'attaquer à cette valeureuse sœur. J'ai même entendu des gens qui donnent des leçons de je ne sais quoi, que oui, qu'il y a qu'au Togo que les gens qui sont en Occident essayent de dévaloriser leur pays, d'insulter leur président et tout ça. Et ces gens-là qui racontent ce qu'ils racontent là, c'est des incultes, c'est des ignorants, c'est des gens... Je ne sais pas, c'est des gens qui sont allés vers l'école au lieu d'aller à l'école. C'est des gens qui n'ont aucune culture. C'est des gens qui n'ont aucune culture. Il n'y a aucun respect qu'on doit à des gens qui tuent, à des gens qui massacrent, à des gens qui torturent, à des gens qui volent, à des gens qui privent une population de leurs biens. Il n'y a aucun respect. En Europe, ici, ceux qui sont en France, en 1789, le peuple a décapité des rois, a décapité des princes pour la liberté collective. En France, ici, le peuple, dans la Révolution, a aboli les privilèges de la noblesse et du clergé. Celle qui raconte les conneries là, est-ce qu'elle connaît ça? Parce qu'elle n'a rien appris de sa vie, elle ne connaît pas l'histoire. Rien du tout. Tous les peuples qui se sont libérés de la tyrannie ont renversé les rois, ont décapité les rois. Les ont jugés pour trahison. La France, qui on dit que c'est un État, un pays libre, mais c'est le sacrifice des peuples. Quand vous allez, vous voyez tous les châteaux qui sont en France, vous voyez tous les grands châteaux qui sont en France, Versailles, je ne sais pas quoi, les châteaux de Sceaux, tout ça. Tous ces châteaux-là, les grands palais, c'était la propriété de la noblesse et parfois du clergé. Mais quand le peuple a repris son droit, le peuple a décapité tous ces gens-là et a saisi leurs biens. Et ces biens-là ont été ramenés, dans la propriété de l'État. Et l'État les entretient pour le bien des générations futures. Donc, ceux qui tuent au Togo, ceux qui assassinent, ceux qui emprisonnent, ceux qui détournent les milliards, ceux qui privent les populations d'eau potable, on n'a aucun respect pour eux. Même dans un pays démocratique comme la France, il y a quelqu'un qui a giflé Macron. On ne l'a pas appliqué la peine de mort. Hein. Il y a des gens qui crient sur la reine d'Angleterre quand elle sort dans la rue, le prince, le roi. Il y a des gens qui crient sur eux. Ils sont des sujets de la royauté. En Angleterre, ils sont des sujets de la royauté. Ils sont des sujets de la royauté. Parce que là-bas, il y a encore une royauté. Mais ils peuvent, quand ils ne sont pas d'accord, crier sur le roi, la reine. Et vous voulez quoi? Vous voulez nous dire quoi? Allez un peu à l'école, allez apprendre de l'histoire, allez apprendre des royaumes, avant de l'ouvrir sur les réseaux sociaux et raconter des conneries qui montrent votre niveau d'inculture. Oui, les gens sont dans la diaspora. Est-ce que les pays dans lesquels ils sont, c'est comme ça que les gens traitent leurs dirigeants? En Europe, pour la liberté, les gens ont décapité leurs rois. Ils ont décapité les princes. Ils ont aboli les privilèges. C'est ça la réalité. Donc, allez fouiller un peu dans les livres d'histoire pour apprendre un peu, au lieu de raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et donc, Noélie, nous sommes de cœur avec toi et nous te soutenons. Il n'y a aucune fierté à être Togolais aujourd'hui vis-à-vis de par rapport à ce qui se passe dans notre pays. Il n'y a aucune fierté. Il n'y a aucune fierté. Et déchirer un passeport n'est pas encore un scandale vis-à-vis des gens, par rapport aux gens qui tuent, des gens qui assassinent, des gens qui volent des milliards, des gens qui détournent l'argent de l'eau et tout ça. Déchirer un passeport n'est pas encore un scandale par rapport à tout ça. Donc, nous devons rester lucides dans nos analyses. Et donc, notre sœur a besoin de notre soutien. Et nous devons la soutenir dans ce qu'ils sont en train de lui faire. Et donc, ma sœur, nous sommes de cœur avec toi, beaucoup de courage. Et comme je l'ai dit tantôt, tes ennemis, tes détracteurs veulent en fait te faire sortir de tes gonds, te provoquer pour que tu laisses éclater ta colère. Ne joue pas leur jeu. Tu vois, nous qui avons une certaine expérience, on ne réagit jamais quand les gens nous attaquent parce qu'on a une longue expérience. On sait minimiser ces choses-là et avancer. Parce que le rôle de ces gens-là, c'est de te déstabiliser, c'est de t'attirer vers quelque chose qui n'a pas d'importance. Donc, ne te laisse pas aller dans ce sens-là. Si tu es un peu stressé ou tu es un peu fatigué, prends des vacances, comme toi-même tu as eu à le dire, pars un peu sur une plage avec tes enfants, amuse-toi et puis retrouve tes esprits et tu nous reviens plus forte.
on est avec toi, beaucoup de courage, nous te soutenons, que le Seigneur te bénisse. Et que le Seigneur bénisse toutes les femmes. Parce que derrière Noélie, c'est toutes les femmes qui sont dans cette lutte et qui ont des difficultés dans leur foyer avec leur mari, qui se battent chaque jour et qui ont décidé de joindre leur voix aux voix des hommes pour dénoncer la dictature. Toutes ces femmes-là, je ne saurais les citer toutes, qui sont sur la toile et qui participent à la conscientisation tous les jours. Ces femmes-là, nous devons les remercier, nous devons les encourager et nous devons être solidaires de ces femmes-là qui s'invitent dans la bataille et qui tiennent dans cette bataille-là. Donc, bon courage à nous tous et Noélie, nous sommes de cœur avec toi. Alors, parlons du Togo, qui ne fait la fierté de personne. Parlant du Togo, qui ne fait la fierté de personne, il se passe de plus en plus des choses perverses dans notre pays, des choses perverses dans notre pays, des choses d'une extrême gravité qui se passent dans notre pays, qui montrent que toutes les digues de la moralité ont sauté dans ce pays-là. Il n'y a plus de limite à rien. Les gens se permettent tout parce qu'ils ont le pouvoir, ils ont l'argent. Et donc, ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur les populations et sur les gens. Et donc, courant cette semaine, je suis tombé sur une affiche que j'ai partagée sur ma page Facebook. Et cette affiche-là, la technique va nous mettre l'affiche. Voilà, cette affiche-là. Et cette affiche-là parle du festival des culs. Le festival des culs dans une boîte de nuit à Lomé qui se trouve à Avedi. Et la scène devait se produire le 29 juillet à 22h dans cette boîte-là. Et quelques recoupements faits, il paraît que c'est des choses qui se passent régulièrement dans cette boîte-là où des gens d'une certaine classe se livrent même à des orgies avec les filles. Et il y a même des journalistes parfois qui vont dans ces boîtes-là. Et cette boîte-là appartient à un notaire, membre de UNIR, conseil municipal, qui a pour nom M. Dominique Niazou, dont le cabinet se trouve au niveau du bar 2 ou 3 cas, au niveau de la descente de Forêt-Valaba. Alors, la question que je me pose est simple. Voilà un notaire qui gagne de l'argent dans ses activités professionnelles et qui n'a pas réfléchi à construire une école, à construire un centre de formation, un centre où on met par exemple les ordinateurs pour que les gens viennent apprendre, pour réduire la fracture numérique, à aider les gens. Il va créer une boîte où chaque week-end, on fait des activités, des trucs, on fait des conneries avec les enfants des gens. Et je présume que ce notaire-là, il a des filles et que lui, particulièrement, aurait-il accepté que sa fille, à lui, vienne dans ces boîtes-là, exposer son cul pour qu'on puisse toucher le cul pour savoir qui, parmi les culs, a le cul le plus molle? Un notaire, et donc un juriste, qui sait que l'État protège les enfants de la République contre la perversion, contre la dépravation des mœurs, que le code de la famille, protège les enfants contre la dépravation sexuelle. Mais ce notaire, membre de UNIR, conseil municipal, a créé une boîte dans laquelle des choses comme ça se passent régulièrement. Et nous avons une police, nous avons une justice, nous avons un procureur dans ce pays-là, et il n'y a rien qui se passe. Donc, voilà ce qui se passe dans notre pays. Après avoir créé les bars un peu partout, après avoir créé les chambres de passage un peu partout, après avoir fait du pays Sodome et Gomorrhe, maintenant, l'argent qu'ils ont, comme ils ne savent pas quoi faire de cet argent-là, ils ne peuvent pas aider leurs frères de village, ils ne peuvent pas construire des écoles, ils ne peuvent pas construire des centres de formation, acheter des ordinateurs pour partager aux gens qui n'en ont pas. Ils créent des boîtes de nuit où des gens, des jeunes filles, à cause de la pauvreté, viennent exposer leur cul. Et quand on parle, les gens disent oui, non, ailleurs dans le monde ça se passe. Ailleurs n'est pas le Togo. Ailleurs n'est pas le Togo. Pourquoi vous dites que ça se passe aux États-Unis et que ça devrait se passer au Togo? Pourquoi vous ne dites pas que les routes des États-Unis, on doit les construire au Togo? Si vous dites que ça se passe partout, y compris aux États-Unis, pourquoi vous ne demandez pas que les échangeurs qu'on construit aux États-Unis, qu'on les construise au Togo? Les grandes infrastructures qu'on les construise au Togo? Et donc, nous sommes en Afrique, on a des valeurs, et voilà des individus qui gagnent de l'argent dans leur activité professionnelle, et la seule chose qu'ils trouvent à faire, c'est de créer des activités comme ça, qui participent à la perversion de la jeunesse. Et vous, vos enfants, monsieur le notaire, vous pouvez les exposer comme ça dans une boîte? Je présume que vous avez des filles. Vous pouvez exposer vos filles comme ça dans une boîte? La femme, votre femme là, vous l'avez trouvée dans une boîte comme ça? La femme qui vous a fait des enfants, vous l'avez trouvée dans une boîte comme ça? Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas bien dans vos têtes là-bas au Togo. J'espère que la police ou la mairie dans laquelle ce truc-là se passe, ils vont aller faire leurs enquêtes et mettre fin à ces genres de pratiques. Parce que c'est pas parce que les Togolais souffrent aujourd'hui que nos enfants vont devenir n'importe quoi. Et donc, quand je dis ça, j'aborde un autre sujet qui est d'une autre extrême gravité.
Vous savez, dans notre pays, il y a de plus en plus d'alertes, d'informations précises sur des cas de viol, VIOL, dans les services administratifs, que ce soit privé ou public. Dans certaines boîtes, des gens se font violer par leurs supérieurs, des femmes mariées, des jeunes filles se font violer par leurs supérieurs. Et la pratique semble se généraliser aujourd'hui parce qu'il y a une certaine impunité qui est accordée à ces gens-là. Personne ne les inquiète parce que ce sont des gens qui ont des réseaux et qui se déchargent sur les filles. Ce sont des malades, des gens qui se déchargent sur des jeunes filles, sur des femmes d'autrui, dans l'administration. Alors, il y a de cela quelques semaines, avant les congés, entre griffes, on a été saisi d'un cas au ministère de l'enseignement, au ministère de l'Éducation nationale. Au ministère de l'Éducation nationale. On a été saisi d'un cas, d'un cadre du ministère de l'Éducation nationale qui a violé une secrétaire. On a eu toutes les informations, l'auteur, la victime et tout. Alors, j'ai demandé à ma rédaction de prendre contact avec la victime pour savoir réellement ce qui s'est passé et après on va interpeller l'auteur. Vous savez, généralement, moi-même, je n'appelle pas des gens. Quand on est dans les histoires d'investigation, ce sont mes collaborateurs qui appellent. Jamais je n'appelle personne. Et personne ne pourra dire quelque part, je l'ai une fois appelé. Mais ce sont mes collaborateurs qui appellent toujours et qui appellent. Et dans le cadre d'une investigation, quand on appelle, si ce n'est pas une rencontre face à face, quand on appelle, on enregistre. La loi permet ça. Vous enregistrez pour au moins transcrit et vous gardez ça pendant un mois. Au cas où il y a un problème, vous avez une preuve pour vous défendre. Donc, ce sont mes collaborateurs qui appellent dans ce genre de cas. Alors, un de mes collaborateurs a essayé de joindre la dame. Et la dame a paniqué. Elle n'a pas voulu répondre. Et... un instant. Je vais régler ce truc de TikTok. Donc, la dame a paniqué et elle n'a pas voulu répondre. On a compris. Vous savez, les questions de VIOL, c'est une question d'honneur, de dignité des victimes. Et donc, la dame n'a pas voulu. Et nous, on est entre-temps, on s'est mis... on a pris du recul pour travailler sur d'autres sujets. Alors, le dossier a évolué et la personne qui a violé la dame, c'est le secrétaire général du ministère de l'enseignement et on appelle ça, de l'éducation nationale. Je vais vous donner son nom. Parce que maintenant, sur des cas comme ça, on ne va plus couvrir les gens. On va dénoncer ces malades qui sont dans l'administration. Donc, le secrétaire général, je vais vous donner son nom tout à l'heure. Voilà. Ce monsieur s'appelle Ahia, Emmanuel Ahia. Il s'appelle Barakpete Ahia Emmanuel. C'est lui le secrétaire général du ministère de l'Éducation. Et c'est lui qui a posé l'acte contre la dame. C'est un tout puissant du ministère. Il était là depuis le temps de Kokoroko et quand le nouveau ministre Omowo est venu, il est devenu la cheville ouvrière du ministère parce qu'entre-temps, le décès que celui-ci a contribué à marginaliser est parti dans le ministère de Kokoroko, M. Nabédé. Il semble que c'est Kokoroko qui l'avait amené lui. Et donc, il a suivi son patron là-bas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je parle de ce dossier? Je ne vais pas divulguer le nom de la dame, mais pourquoi je parle de l'affaire? Puisqu'on a été saisi de l'affaire et qu'on a appelé la dame, on est rentré en contact avec la dame, mais la dame a paniqué, ne voulait pas parler. Et l'information a bruité comme quoi Ferdinand est au courant du dossier et que probablement à la rentrée, à la reprise des lives, Ferdinand va en parler. Et donc, il y a quelqu'un qui a interpellé le ministre Omoru en lui disant cette affaire-là risque de s'aggraver si vous ne prenez pas des décisions par anticipation parce que Ferdinand est au courant de l'affaire. Et c'est comme ça que vendredi passé, donc il y a 2 jours, le ministre Omoru a limogé en toute discrétion le secrétaire général, M. Barakpete Ahia, de son poste de secrétaire général du ministère. Il a limogé. Mais l'information n'est pas sortie officiellement. Il a limogé dans le circuit et il a fait remplacer par le DRH qui s'appelle Akpaou. Et il a profité pour nommer un DC. Et le DC, c'est un certain monsieur Kirong, qui est le directeur régional de l'éducation, de l'enseignement Kara, qui l'a fait revenir comme DC. Alors, et donc, ce monsieur, le vendredi passé, a été sauté de son poste parce qu'il a violé une de ses collègues au sein du ministère. Alors, la question que je vais poser, est-ce que vous le sautez pour le présenter au procureur ou vous le sautez pour le protéger? Parce que le viol, c'est un crime.
le viol, ce n'est pas une contravention, ce n'est pas un délit, c'est un crime. Passible de 10 ans, de 5 à 10 ans d'emprisonnement. À partir du moment où, voilà ce que le code pénal dit, le viol consiste à imposer par fraude, menace, contrainte ou violence des relations ou pénétration sexuelle à autrui. Toute personne auteur de VIOL est punie d'une peine de réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d'une amende de 2 millions à 10 millions de francs CFA. Ce malade-là, de secrétaire général, il semble que ce n'est pas son premier acte. Vous le gardez dans le ministère ou vous le présentez au procureur. Parce que c'est un crime, le VIOL. Parce que l'État ne peut plus continuer à protéger des individus comme ça. Parce que la République ne peut plus continuer à protéger des malades comme ça. Et celle qui a été abusée, c'est la femme de quelqu'un. Et c'est une pratique qui semble se généraliser dans l'administration aujourd'hui. Et les gens le savent, mais tout le monde se tait. Les ministres le font, les DG le font, les directeurs de cabinet le font, les juges, certains juges le font, beaucoup de gens le font. Moi, je reçois énormément d'alertes. Je reçois énormément d'alertes. C'est parce que le cas précis a abouti à un limogeage que j'en parle ouvertement. Mais la prochaine fois, tous ceux qui dans l'administration, publique comme privée, lorsqu'on sera saisi d'un cas, et comme la justice refuse de faire son travail dans ce pays-là, on va commencer par vous exposer publiquement pour que vos enfants, vos proches, vos amis sachent qui vous êtes. Avec toutes les femmes qui sont à Lomé là, vous avez de l'argent. Avec toutes les femmes qui sont à Lomé, les jeunes filles qui sont à Lomé, vous n'avez rien trouvé à faire que de vous comporter comme des animaux en sautant sur comment c'est pas, en sautant sur des autres humains. C'est quoi votre problème? Donc, ce monsieur n'est pas le seul dans ce cas. Il y a une jeune fille de 25 ans qui a été violée au ministère de la Communication par un cadre de ce ministère au mois de mars. Je me garde de citer le nom de l'auteur du viol pour le moment. Il y a une jeune fille qui est commerciale d'une boîte, agent d'une boîte, qui est allée là-bas pour présenter un produit et qui a été violée dans les bureaux du ministère de la Communication par un cadre de ce ministère. La fille est en procédure de plainte. Je ne vais pas citer le nom de ce cadre pour le moment. Et ça s'est passé au mois de mars. On ne peut pas accepter des choses comme ça dans une république. Si vous avez des pulsions sexuelles incontrôlables, allez à Técon ou allez à Carrefour Y. Il y a des bordels là-bas. Vous pouvez vous décharger sur ces gens-là. Et donc, on ne peut pas accepter ça dans une république. Parce que les femmes qui sont abusées sont des femmes de quelqu'un, sont des fiancées de quelqu'un, sont des, je sais pas, des enfants de quelqu'un. Et donc, à partir de maintenant, ça va être tolérance zéro de mon côté. Le jour qu'on me saisit et que je fais quelques enquêtes et que j'ai les éléments concordants qu'un individu, fut-il ministre, juge, magistrat, directeur, je ne sais pas quoi, a commis un acte de VIOL sur un citoyen togolais, je vais l'exposer sur les réseaux sociaux, dans mon live. Il peut venir ici en France porter plainte. C'est comme ça que ça va se passer maintenant. Donc, vous qui n'arrivez pas à vous maîtriser là, vous avez tout le confort du pays et malade que vous êtes, vous attendez que les gens viennent dans vos bureaux, vous fermez les bureaux et vous abusez de ces personnes-là. Et comme les femmes, c'est une question de dignité, les femmes ont honte, les femmes ont des difficultés d'en parler. Et vous les femmes, quand ça vous arrive, il y a plein d'associations de droits de l'homme à Lomé. Saisissez des associations, allez chercher un bulletin médical, un certificat médical et portez plainte. La prescription pour le VIOL, c'est 10 ans. Allez porter plainte contre ces gens-là. La plainte sera dans le circuit. Tôt ou tard, ils seront rattrapés par les actes qu'ils posent. Donc, voilà ce que j'ai à vous dire. Il faut que ce pays-là, on essaye de crier haro sur certains individus, sur ce qu'ils font dans la République. On ne peut pas accepter ça. Ceux qui ont amené l'administration en Afrique, et donc les gens qui nous ont colonisés, quand vous arrivez dans leur bureau, tous leurs bureaux sont transparents. J'ai déjà dit ça une fois. Seuls peut-être des bureaux sensibles où on ferme la porte. Tous les bureaux sont transparents. Moi, je suis allé au Pentagone. Le cœur du dispositif militaire américain. Au Pentagone. J'ai visité le Pentagone. À part les endroits sensibles, les bureaux sensibles, tous les autres bureaux sont ouverts. Quand vous êtes au bureau, vous voyez les autres collègues qui sont dans leur bureau. Tout le monde travaille, tout le monde voit tout le monde. Ici, il n'y a pas de rideau. Tous les bureaux sont ouverts. C'est comme dans certaines banques, des agences. Les bureaux sont ouverts. D'où vient au Togo? On dit oui, c'est un directeur, c'est un DC, c'est un secrétaire général. On fait les bureaux à plusieurs portes, on ferme les bureaux. Et donc, les gens viennent chez vous, on les enferme et puis on les viole. Ça sort d'où? C'est à l'État, c'est au régime de protéger les citoyens, de mettre fin à ces pratiques-là. Moi, je visite des services administratifs ici. Tout est transparent. Il n'y a pas de bureau fermé. Et les vitres sont transparentes. On sait qui est derrière, qui est là-bas. Sauf si le directeur ou la personne traite des dossiers sensibles, là, on l'isole un peu.
Il n'y a qu'en Afrique, on dit oui, le bureau du décès, il faut qu'on mette les rideaux, il faut qu'on mette qu'on mette un canapé dedans, qu'on mette un fauteuil dedans, tout ça pour faire des conneries. Il faut que ça s'arrête. Le cas du ministère de la communication, je reviendrai dessus. C'est un dossier qui est en cours. Donc, voilà ce que j'ai voulu dire sur ce qui se passe avec nos ministères. Je pense que tout ça s'est passé. On va parler de l'UTB. Tout ce qui se passe dans notre pays, chacun doit se poser la question, si c'est à ma femme, à ma fille qu'on faisait ça, quelle serait ma réaction? Et nous, ne vignes au cou, ne sognons au cou, ne dadagnes au cou, qu'est-ce que je dirais? Chacun devait se poser cette question-là. Si c'est à mon enfant qu'on fait ça, si c'est à ma fille qu'on fait ça, si c'est à ma femme, à ma soeur que quelqu'un fait ça, quelle serait ma réaction? Chacun devait se poser cette question-là par rapport au comportement de ces malades qui sont dans les services publics et privés et qui pensent que parce qu'ils ont un peu d'argent et s'ils ont un peu d'autorité, ils peuvent se décharger sur la femme et ne pas être punis. Si la justice ne fait pas son travail au Togo, on le fera à sa place. Et tout le monde va subir. Pour que ces pratiques-là s'arrêtent. Il y a plein de femmes dans la rue. Plein de femmes dans la rue. Il y en a dans les coins. On va aller à la CCJA Abidjan. Merci à la technique. Alors, la CCJA Abidjan a rendu une décision, a rendu publique une décision il y a cela quelques semaines, condamnant l'UTB, donc l'Union Togolaise de Banque, à verser plus de 2,5 milliards de francs CFA à TMI, Téléphonie Mobile Internationale, un truc comme ça, Télémobile International. Télémobile International, c'est une société d'un compatriote qui est un jeune homme d'affaires, ce compatriote-là, et qui avait un compte à l'UTB. Alors, et comme ils savent le faire dans les banques togolaises, il y a des gens qui ont volé l'argent sur le compte de ce monsieur, à hauteur de 500 millions. C'est comme ça le début de l'affaire. À l'UTB, il y a des gens au cœur de la banque qui ont détourné 500 millions sur le compte de cet opérateur économique. Et lorsque l'opérateur économique s'est rendu compte qu'on a volé de l'argent, parce que c'est quelqu'un qui reçoit beaucoup de marchés, donc il a des crédits, non, quand il s'est rendu compte qu'on a détourné 500 millions sur son compte à l'UTB, il a déposé plainte. Et il est rentré dans une confrontation avec l'UTB depuis pratiquement 7 ans. Tous les experts ont été sollicités. Les cabinets d'audit, les cabinets d'audit et tout ça, plusieurs cabinets d'audit ont été sollicités pour expertiser le compte. Et toutes les expertises ont donné le même résultat, on a détourné l'argent. Le gars a assigné l'UTB au tribunal. Il a gagné le procès. Après, ils ont fait des pressions, je sais pas, les juridictions supérieures se sont rétractées, tout ça. Vous savez comment ils font avec les avocats, tout ça. Le gars il prend certains avocats, on fait pression sur les avocats se déconstituent et tout ça. Mais le gars a tenu bon, et jusqu'à ce qu'il ne finisse toutes les juridictions au Togo, et il saisit Abidjan. Il va à la CCJA, il gagne son procès contre l'avocat de l'UTB, donc Maître Akeribou et compagnie, et l'UTB refuse de s'exécuter. Après, les avocats de l'UTB demandent que le procès soit révisé, ou bien ils ont émis quelque chose. Je pense qu'il y a même eu des dessous là, dans cette histoire. Et la CCJA, la CCJA reprend le dossier à nouveau, statue de nouveau sur le dossier. Et c'est cette décision qui est sortie et qui condamne l'UTB à payer 2,5 milliards de francs CFA à TMI, Télémobile International, appartenant à M. Sam Agim Mazama, qui, depuis 7 ans, a vu ses activités paralysées par ce contentieux qu'il a avec l'UTB. Et donc, la question de savoir, est-ce que l'UTB va finalement décider à rembourser l'argent à ce compatriote-là, sachant que depuis le début de cette affaire, ils se sont comportés comme des voyous, et ceci n'est pas de nature à attirer des investisseurs dans ce pays-là. Quand on dit oui, il faut que les investisseurs viennent au Togo, si moi je ne peux plus garder mon argent dans la chambre, le seul endroit où je peux garder mon argent pour être tranquille, c'est dans une banque. Si je garde mon argent dans une banque et que des imbéciles sont dans une banque et qui détournent l'argent, là, on n'est plus sûr de là où on peut garder notre argent. Donc, c'est ce qui oppose cet opérateur économique à l'UTB depuis 7 ans. Et maintenant que la décision est définitive, on espère que l'UTB va se décider à exécuter cette décision-là,
plutôt que de continuer par faire du dilatoire. Et ce n'est pas le seul cas. Il y a plusieurs cas. Il y a même dans d'autres banques des choses qui sont pires que ça et qu'il y a plusieurs procès aujourd'hui à la justice togolaise liés au fait que des gens ont manipulé des comptes des clients. Dans les banques, il y a des individus qui manipulent les comptes des clients, surtout les femmes du grand marché qui n'ont pas été à l'école et qui ne veillent pas rapidement sur leur compte. Il y a des gens qui soustraient de l'argent sur leur compte et qui disparaissent comme ça dans la nature. Parfois, c'est une complicité avec des réseaux dans la banque où on détourne de l'argent. Et donc, c'est le cas de ce compatriote-là qui aujourd'hui est en délicatesse, est en face de l'UTB et on ne sait pas ce que ça va donner. Il y a d'autres cas que je ne veux pas soulever ici. Je ne sais pas comment on l'appelle. Il y a d'autres cas que je ne veux pas soulever ici. Il y a plein de plaintes comme ça qui sont à la banque. Il y a aussi un autre phénomène. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps sur lequel je vais revenir. Il y a deux phénomènes sur lesquels je vais revenir concernant les banques. Le premier phénomène, c'est les histoires qu'on appelle ça la garantie. Il y a des gens qui vont faire des prêts et déposent des titres fonciers ou des immeubles en garantie. Et il y a des gens dans les banques qui créent une situation de litige et rapidement, ils passent derrière avec la complicité des avocats et des juges et vendent les maisons des gens. C'est devenu une pratique courante aujourd'hui au Togo. C'est un abus de faiblesse. Il y a des avocats, des gens qui sont spécialisés dans ces choses-là. On saisit ta maison et dans les 24 heures qui suivent, on vend même dans la maison. On peut vendre même la maison à la moitié de sa valeur. Et ce sont les mêmes réseaux qui rachètent les maisons. Ça, c'est un autre cas. Troisième cas, c'est les gens qui ont un parent qui est décédé et dont les comptes sont dans les banques. Quand vous avez un parent qui est décédé, un proche qui est décédé, votre père, votre mère, je ne sais pas quoi, qui a laissé des biens, après un procès verbal et plus une désignation de l'administrateur des biens avec un acte notarié, la banque devrait normalement débloquer les fonds à la famille. Mais aujourd'hui, quand il y a des gens qui décèdent, les familles ont toutes les difficultés, malgré les pièces qu'elles produisent, à rentrer dans leurs droits dans plusieurs banques. Il y a les banques qui refusent de libérer les comptes, qui gardent l'argent, qui manipulent cet argent-là. Donc, ces méthodes de voyous, les banques aussi doivent arrêter ça. Je reviendrai largement sur ça. Il y a plusieurs compatriotes qui sont dans ce cas, beaucoup de gens m'ont saisi. Notre papa est mort, il a laissé beaucoup d'argent à la banque, on a fait les procès verbaux, on envoie les documents aux banques, les banques refusent de nous donner assez au compte de nos parents. Ce qui n'est pas normal. C'est ce qui n'est pas normal. Et donc, vous voyez que le Togo, nous avons intérêt à lutter que ce pays soit l'état de droit. Parce que c'est l'état de droit seul qui peut garantir tout ça. Quand une banque refuse de libérer les fonds d'un défunt parce que vous pouvez poursuivre la banque devant les tribunaux et que la banque soit frappée de dommages et intérêts. Et donc, comme on n'a pas un état de droit, on abuse de tout. Tout le monde abuse de tout le monde. C'est pour ça que l'état de droit, c'est pas seulement pour le politique, c'est pas seulement pour la démocratie, c'est pas seulement pour les élections. L'état de droit permet de garantir à chacun dans une république ses droits les plus élémentaires. Pour que ton terrain ne soit pas arraché par celui qui est plus fort que toi, que ta femme ne soit pas arrachée par celui qui soit plus fort que toi, que quand quelqu'un est violé, on puisse le traduire devant les tribunaux, que quelqu'un ne vienne pas arracher ton héritage. C'est l'état de droit qui garantit ça. Quand l'État veut t'arracher un terrain, il doit te dédommager. C'est l'état de droit qui garantit ça. Ça n'a rien à voir avec la politique politicienne. C'est pour ça qu'on se bat pour que ce pays devienne un état de droit. Et vous voyez que cette jungle-là qu'est le Togo, ça profite à une minorité. Parce que c'est cette minorité-là qui écrase la majorité dans tous les domaines, même y compris ceux qui n'ont rien à voir avec la politique politicienne. Donc, battons-nous pour l'état de droit qui permet à chaque citoyen de garantir ses droits dans une république. Voilà. Donc, je reviendrai sur ce côté-là. On va venir. Je pense que j'ai évacué tout ça. Alors, on va parler de l'ARCOP. Avant notre pause, on avait évoqué un scandale à l'ARCOP qui touchait directement le ministre Isaac Tiakwe. Alors, l'ARCOP a statué et dans la décision de l'ARCOP, on lit que l'ARCOP a sanctionné le DAF, donc le directeur des affaires financières de l'ARCOP. Il a été sanctionné, la technique va nous montrer les choses, à 10 ans d'interdiction de participer au marché public et que le dossier devait être transmis au procureur pour son volet pénal. Sauf que ce fameux DAF-là, qui a avoué avoir falsifié des documents administratifs pour contourner le PMP du ministère et acheter cette voiture de façon illégale pour le compte de son ministre, parce que c'est son ministre qui lui a demandé de le faire, ce monsieur qui a été sanctionné par l'ARCOP, il est encore en fonction. Il a toujours le DAF du ministère et il engage encore d'autres procédures, d'autres fonds pour la rénovation du cabinet du ministre jusqu'à 30 millions sans aucun appel d'offres. C'est-à-dire qu'il est dans la récidive. Voilà comment le Togo fonctionne. Et donc, ce monsieur, quand il a été écouté par l'ARCOP et que l'ARCOP l'a sanctionné, le monsieur dit, moi je n'en suis pour rien. Tous les documents que j'ai falsifiés, c'est le ministre du tourisme et de la culture, M. Isaac Tiakwe, qui m'a dit de falsifier les documents, de falsifier les signatures de mes collaborateurs, les gens du PRP. C'est eux qui ont demandé, c'est le ministre qui m'a demandé de falsifier tout ça. Entre-temps, je rappelle que le ministre a refusé de déférer à la convocation de l'ARCOP. Donc, Isaac Tiakwe, il est au-dessus de la République, il n'est pas allé répondre à l'invitation ou à la convocation de l'ARCOP. Maintenant, qu'est-ce que le gars dit? Le gars dit,
Moi, je n'en suis pour rien. J'ai agi sur l'instruction du ministre. Voilà ce que l'ARCOP dit. Au cours de son audition, M. Keke Yaovi a déclaré qu'il n'a pas été impliqué dans la procédure en cause en tant que membre de la CCMP, mais plutôt en sa qualité de DAF, uniquement sur instruction du ministre. Que sur instruction du ministre, il a contacté par téléphone 3 fournisseurs, à savoir Japan Motors, Neige Multiservice, SALUA et Cité de Managers, afin de solliciter leur facture pro forma sans leur avoir transmis de dossier formel de demande de renseignement de prix. C'est le ministre qui lui dit de faire ça. Que c'est lui seul qui s'est prononcé. Bon, machin l'a raconté ça. Alors, qu'est-ce que l'ARCOP lui oppose pour le sanctionner? On va lire ce que l'ARCOP lui oppose. L'ARCOP lui dit, considérant qu'interpellé au sujet de ces violations manifestes de la réglementation relative au marché public, le nommé Keke a réitéré avoir agi sur instruction de son ministre. Considérant qu'au terme de l'article 13 du décret 2019, du 6 juillet 2019, portant code éthique et de déontologie dans la commande publique, écoutez-moi ici très bien, tout agent public est tenu de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre ou l'instruction est manifestement illégale au regard de la réglementation des marchés publics. C'est cet article-là que l'ARCOP utilise pour dire à ce DAF, nous, on s'en fout que les instructions que tu as reçues viennent du ministre ou pas, mais selon cet article-là, il est dit que s'il y a des instructions qui viennent de ton supérieur, si ces instructions sont illégales, en tant qu'agent public, tu n'as pas le droit de les appliquer. C'est l'ARCOP qui dit ça. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que dans la fonction publique, comme dans l'armée, vous devez faire très attention aux ordres que vous exécutez. Vous voyez ce monsieur? C'est lui le fusible qu'on expose aujourd'hui. Parce que il a agi selon les instructions du ministre, mais on lui dit que ce n'est pas parce que le ministre est ton supérieur que quand il te donne des instructions qui sont illégales, tu dois les appliquer. Donc, ce qu'on envoie dans l'armée pour aller tuer, pour aller massacrer les gens, ceux qui volent dans la fonction publique, soit disant qu'ils agissent au nom de leur supérieur, demain, des articles comme ça, je suis convaincu qu'il en existe d'autres dans le code de procédure, c'est pas pénal, et dans d'autres tests, vont s'appliquer à vous. Et donc, aujourd'hui, Isaac est tranquille, Isaac Tchapé est tranquille, mais il n'est pas son premier coup d'essai. Depuis le ministère de l'enseignement technique et de l'artisanat, où là où il est passé avant, il se livrait aussi aux mêmes pratiques. Il y a un fonds aussi là-bas, au ministère, il y a un fonds au ministère de, comment ça s'appelle, je vais trouver ça tout à l'heure, un instant. On attaque les gros dossiers tout à l'heure. Et le dossier que je vous ai promis, le plus sensible de toute la République. Alors, il y a un fonds au ministère de l'artisanat qu'on appelle la FNAFPP, FNAFPP. Et donc, ce fonds-là, c'est le Fonds national d'appui à l'apprentissage et à la formation professionnelle. Celui qui est à la tête de ce fonds, il est là depuis 25 ans. Jamais changé. Et c'est lui, la cheville ouvrière, comme le DAF, comme je viens de citer, de toutes les magouilles dans ce ministère. Et tous les ministres qui passent s'associent avec lui pour détourner une grande partie des fonds de ce FNAFPP. Et ce monsieur, il est en poste depuis 25 ans. Et il faut tellement de faux papiers que même les inspecteurs des cours des comptes ne voient que du feu. C'est-à-dire, ils montent tellement leur schéma, leur dossier, de telle sorte que si vous êtes un auditeur, il faut être vraiment vigilant pour savoir ce qu'ils font. Et donc, le monsieur-là, il est là-bas, à la tête de ce fonds au ministère de l'Artisanat depuis 25 ans. Et ils ont détourné des centaines et des centaines de millions de ce fonds-là, sans être touché par qui que ce soit. Et quand Isaac était là-bas, il avait aussi contribué à ça. Et c'est de là-bas qu'il a pris l'habitude pour venir au ministère de la Culture. On reparlera de Isaac tout à l'heure au niveau des EVALA. Ça, c'est la COP. Maintenant, on tombe sur les EVALA et on avance. Alors, il s'est passé, il y a une semaine, un peu plus, la lutte traditionnelle en pays cabiais, cet événement initiatique en pays cabiais qui s'est transformé en une fête politique avec toutes les influences que cela cause pour le pays. Alors, moi, je ne suis pas venu pour parler du fond de ce qui s'est passé là-bas, mais des à côté. Parce que quand on n'était pas là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au cours des événements. D'abord, Fort Gnassingbé lui-même, on a vu comment est-ce qu'il était très, 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 très mal à l'aise, avec une sécurité de je ne sais pas quoi. On va voir quelques images où, quand il s'assoit là, il a tout le dispositif de sécurité, alors qu'il est tranquillement chez lui. Il devrait être l'homme le plus décontracté. Le plus décontracté parce qu'il est parmi les siens, il est au village et tout ça. Il devait être la personne la plus décontractée possible. On le sentait très anxieux, préoccupé.
quand on analyse les images, on fait de la sémiologie des images et tout ça, on voit bien que c'est quelqu'un qui avait peur même de son ombre. Et quand il s'assoit comme ça, vous voyez tout ce qui l'entoure là, c'est un bouclier humain en fait. En plus de tout le système de sécurité qui est mis en place, les militaires qui sont super armés, l'hélicoptère qui est en haut, les voitures, les 12-7 qui sont placés un peu partout, les agents en armes, en veste. Et quand il s'assoit, il a même peur que quelqu'un vienne de derrière lui donner un coup sur la tête. Du coup, il utilise ces militaires-là pour faire des boucliers humains. Vous voyez les gars qui sont derrière lui là. C'est l'analyse de l'image. Hein. Donc, en fait, il constitue un bouclier humain derrière lui. Donc, avec celui qui a la tête tazo là, rasée là, lui, je ne sais pas si c'est un agent de sécurité ou un féticheur, parce que quand tu vois son visage et la manière dont il est vraiment sérieux, on sent que lui, c'est un bouclier spirituel derrière lui, en même temps. Et avec le regard qu'il tend envers la population, toi-même, tu ne peux pas l'observer deux fois. Et donc, vous voyez comment il a écarté ses jambes derrière. Bon, c'est pas, on a fait cette formation de sécurité rapprochée avec le CCRP. On sait comment on analyse ces images-là avec les forces spéciales britanniques qui sont venues nous former à Abidjan. Donc, nous avons fait cette formation de protection personnelle, protection des individus en tant que journaliste d'investigation. Et on a eu la chance que ce sont des éléments des forces spéciales britanniques qui sont venus dans le cadre d'un de nos partenaires nous former à Abidjan. Et donc, on apprend de tout ça. Donc, vous voyez par exemple le monsieur, comment il a écarté ses jambes, il est derrière lui, c'est-à-dire il le protège. Il protège son patron comme ça. Il met son corps pour le protéger. Et donc, ça se passe chez lui. Chez lui, et il est comme ça, il n'est pas à l'aise. Donc, on voit que le mec, il n'est pas lui-même. Vous voyez ça? Et donc, ce sont les enseignements qu'on peut tirer de ces images-là. Et partout où il est passé, il est toujours resté assis comme ça. Parfois, les gens sont encore plus nombreux que ces quatre que vous voyez là. Et le colonel qui est derrière lui, on a pris soin de le désarmer. Celui qui est derrière aussi, on le désarme. Parce qu'on sent qu'il n'y a pas la confiance. Il est colonel. Peut-être que c'est un chef-corps, je n'en sais rien, je ne le connais pas. Et celui qui est derrière, c'est des bérets verts, donc ce sont les grades de la garde présidentielle, mais il ne tient aucune arme. Et quand vous voyez partout où il fallait passer, c'est le plus gros qui était derrière lui, donc celui qui est devant là, en treillis, il tenait juste des téléphones. Et ce sont ceux qui sont en veste qui tenaient les armes. Ça veut dire que même à ce colonel-là qui est derrière, il ne fait pas confiance. Parce qu'il ne tient aucune arme, même pas un PA, un pistolet automatique. Vous voyez? Et donc, c'est le monsieur-là, qui a la tête de féticheur, qui est derrière là, qui est comme le bouclier spirituel, et qui servent de choses dans cette phase. Donc, vous voyez très bien qu'on a affaire à un homme qui est constamment dans la peur, qui est constamment sous pression, stressé et qui redoute quelque chose. Il y a eu les Russes qui étaient là-bas, vous ne les avez pas vus, ils étaient dans les 4x4, les voitures qui brouillaient le passage. Ils savent que si les Blancs, les Russes sortaient, les gens allaient les photographier, donc eux ne sortaient pas. Eux, ils étaient dans les 4x4 qui brouillaient les téléphones avec les antennes. Il y a tous ceux qui étaient là, et les hélicoptères et tout ça. Et fort, il était très à l'aise parmi les siens avec les voitures qui coûtent excessivement cher, comme son G-Wagon, dont on peut voir facilement ce que ça coûte par son G-Wagon qui coûte 1,2 million de dollars, le G-Wagon que vous voyez là, la 4x4 là, et avec sa Maybach, sa BMW X7, tout ça, et qui a 530 000 $ prix de base avec toutes les options, on atteint presque peut-être 1 milliard de francs CFA. Et donc, c'est le coût de ces voitures-là, il y en a plein d'autres qui l'utilisent dans un village où les gens ont des maisons en banco, où il n'y a pas l'eau potable, où les gens ont des difficultés à vivre, à joindre les deux bouts. Et donc, lui, il vient aux Evala avec son hélico, 2 hélicoptères, celui qui est en haut armé, celui qui l'amène, qui descend. Et puis après, les voitures là que vous voyez, la T-Wagon, qui est à 1,2 million de dollars. Et puis la Maybach, quand vous ajoutez toutes les options de protection, la Maybach, parce que c'est un président, on est presque à 1 milliard de francs CFA dans une localité où les gens sont dans l'extrême pauvreté, les gens n'ont pas d'eau potable et il est fier d'exhiber tout ça dans cette zone-là. Et donc, il est tellement préoccupé par sa sécurité que même à quelques jours des Evala, il s'est séparé de son pilote principal. Le pilote principal de son hélicoptère, il faut la chasser parce que, bon, voilà, je ne vais pas aller dans les détails, il s'est débarrassé de son pilote principal et on sent que, bon, il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond et on va voir comment son hélicoptère survole les populations. Il y a une vidéo que je vais vous présenter. Vous allez voir l'hélicoptère de Ford qui survole les populations et ce que les populations disent. Voilà, on suit ça. Tu peux enlever mon image pour que la vidéo soit complète, soit plus large. Je pense qu'on m'a dit Landa, donc l'hélicoptère de Ford qui survole le marché avec
tous les dégâts que cela a créé. Et quand vous écoutez très bien ce que les gens disent, ils insultent. Ils insultent. Et voilà.